Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Salut à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. J'espère que vous allez bien en ce 24 février 2022. Et vous savez, depuis la fin du mois de janvier, mis à part le convoi Liberté 2022, qui aura duré au total une vingtaine de jours à Ottawa, beaucoup de choses se sont déroulées et à une vitesse grand V, dont celle du sénateur Jean-Guy Dagenais, qui a été, pour avoir pris des notes, membre du conseil d'administration de l'École nationale de police et du conseil de direction de l'Association canadienne de policiers. Il a été fait officier de l'Ordre du mérite des forces policières. Tout ça pour vous dire que le sénateur Dagenais a dit non aux mesures d'urgence, et voici sa déclaration du 22 février 2022 à la Chambre des communes. Sénatrice, sénateur, de prime abord, je vous indique, comme plusieurs de mes collègues, que je vais voter contre cette imposition de la loi des mesures d'urgence qui constitue de toute évidence une violation injustifiée des droits fondamentaux et une appropriation honteuse du pouvoir de la part d'un premier ministre qui vient de faire encore une fois la démonstration de son incapacité de gouverner de façon démocratique et transparente. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne fallait pas mettre fin à la manifestation devant le Parlement. Mais une manifestation qui a dégénéré à cause de l'inaction et de l'incompétence du premier ministre n'est définitivement pas ce qu'on appelle une menace à la sécurité de notre pays. Des propos inappropriés sur des pancartes ou encore via les réseaux sociaux ne peuvent être sans autre preuve la base d'une invocation de la loi des mesures d'urgence, sans quoi on vivrait en continuel état de mesures d'urgence. Pour le premier ministre Trudeau, les manifestations étaient devenues davantage une menace à son image publique et une menace à son image au sein de son caucus. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on sorte pour la première fois de l'histoire du Canada cette loi adoptée pour faire face à une véritable menace à notre sécurité nationale, une loi qui contient des conditions claires pour sa mise en force qui n'ont jamais été respectées par le gouvernement actuel. Cette loi, mise à la disposition du Parlement du Canada en 1988, contient des règles strictes qui ont été adoptées pour s'assurer qu'aucun gouvernement ne répète les abus commis durant la crise d'octobre de 1970, quand Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel premier ministre, avait invoqué la loi des mesures de guerre de l'époque. Parmi les balises de la loi des mesures d'urgence de 1988, il y a celle qui oblige le gouvernement fédéral en place à consulter au préalable les gouvernements des provinces. Il est assez facile de constater, de par la réaction de certains des premiers ministres du pays, qu'aucune consultation digne de ce nom n'a eu lieu. Cette absence de consultation lui démontre à quel point le premier ministre Trudeau, fils, méprise tout comme son père était capable de le faire, les règles démocratiques, les compétences provinciales et les droits fondamentaux de citoyens qui ne pensent pas comme lui. Il y a quelque chose qui circule beaucoup ces temps-ci. Il s'agit de Klaus Schwab, qui admet publiquement d'avoir infiltré les gouvernements mondiaux, tout en admettant aussi qu'il y aurait plus de la moitié du cabinet Trudeau qui serait contrôlé par le Forum économique mondial. Alors, le voici. To say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader, but what is important?
Le 22 février 2022, à la Chambre des communes, le député d'Oshawa a posé la question suivante. Klaus Schwab, le leader du Forum économique mondial, a dit qu'il avait pénétré la moitié du cabinet Trudeau. Pouvons-nous savoir quels membres du cabinet sont sous le joug du Forum économique mondial? Et voyez la réaction du président de la Chambre des communes. Question et commentaire, questions and comments. The honourable member for Oshawa. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to my colleague's speech. I had a constituent that wanted me to ask a question about outside interference to our democracy. Klaus Schwab is the head of the World Economic Forum, and he bragged how his subversive WEF, World Economic Forum, has, quoted, infiltrated governments around the world. He said that his organization had penetrated more than half of Canada's cabinet. And I was wondering, in the interest of transparency, could the member please name which cabinet ministers are on board with the WEF's agenda? My concern is the deputy. Order. I know he was. I know that the member was in a really good question there, but the audio is really bad, and the video is really bad as well. And I apologize. I don't know if the member. Okay, let's try again. The honourable member for Timmins James Bay. Mr. Speaker, that member is promoting open disinformation. That's not debate. We have to call out disinformation. We'll get into debate again. The honourable member, questions and comments. The honourable member for Lambton, Kent, Middlesex. Thank you, Mr. Speaker. And I'm just thank you to my honourable colleague for her speech. I'd like to ask her specifically because you talked. Lorsque le député pose sa question, aussitôt, il se fait interrompre sous prétexte que le son n'est pas bon et qu'on a du mal à l'entendre. Ce qui contredit ici les faits, c'est de s'apercevoir l'opposition déclarant aussitôt cette question comme étant de la désinformation. Que pouvons-nous dire sur ce journaliste qui a su voir l'heure juste dans le Huffington Post le 12 décembre 2014? Pourquoi le Canada deviendra une dictature sous Trudeau? Le chef de ce parti fait ce qu'il veut quand il veut, personne n'ose le remettre en question. Un premier ministre, Trudeau, fouetterait-il arbitrairement le vote et rendrait-il illégal certaines questions morales? Pourrait-on faire confiance au premier ministre Trudeau pour prendre des décisions pour le bien du pays et pas seulement pour son amour-propre? Trudeau ferait-il appel à la police pour faire respecter sa vision? Espérons que nous n'aurons jamais l'occasion de nous poser ces questions. Il y a notre ami Bélou qui est bien malheureux de constater que le variant Omicron, en particulier, serait un vaccin en soi. Et il nous en fait part lors d'une réunion à Munich. Sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B-cell and T-cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. L'invité de Joe Rogan le laisse sous le choc en lui expliquant comment et à quel point que le Forum économique mondial fait partie de l'agenda. Cette soi-disant agenda qui n'est certainement pas la nôtre. Direct quote, though, on his, you'll see it. Our teams are now embedded in governments around the world. That's actually what they wrote. Yes. And the video is 2 minutes. I didn't play all of it. It's what he says. But what he's saying there sounds reasonable. Yeah. Figuring out on strategic ways to end the lockdown easily. No, that makes sense. Not the end of the lockdown. No. Well, didn't he say that? Yeah. Keep in mind, Tony Blair is the one who's been advocating for vaccine passports, digital identification through COVID, and all of these measures. But didn't they say that about ending the lockdowns and keeping businesses? Once those measures are in place. Right, so he's, even in the UK, his stance has been, yeah, we're going to get out of all it, but you have to have digital ID and you have to have... So during and the war, that this is going to introduce the social credit score system. Right, so all of that came from your question, which is, regardless of intention, how do people do that infiltration from within? It's not just Twitter. So back to the psychological operations. It's also embedding people in government who are subscribed to this agenda. Yeah? And the agenda of Klaus Schwab and the World Economic Forum is the same as the agenda of Tony Blair in this regard. They call it on their own website, they call it the Great Reset. That's what they say themselves. Yeah, that's a bizarre thing to do, to openly... Why do you think they openly discuss it that way? And openly... Because the Great Reset has always been this gigantic conspiracy theory among the online folks. Like, this is all part of the Great Reset. Well, when he wrote a fucking book called The Great Reset, you're like, hey, man, shouldn't you be hiding this? And in 2017 at Harvard, he's saying, you know, we're going to basically... all of these world leaders will penetrate their cabinets with our young global leaders. He's open about this. He's open. Blair's open. During the Iraq War, Blair tried to bring in ID cards in Britain. He failed. Now he's back, and he's trying to bring in digital ID during COVID, right? So they're open about it. So this is going to be this never-ending process to slowly move the goalposts.
towards more and more authoritarianism. Checkpoint society. It's all there. They told us this. People have to realize this, right? This is important. Yeah. André vit en Ukraine. Et c'est en regardant CLA TV qu'il s'est intéressé à une rubrique qui portait le nom de La Voix du Peuple. C'est la raison qui l'emmène aujourd'hui à nous parler de ce qui se passe réellement en ce qui concerne le risque de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je m'appelle Andrei et je vis en Ukraine. Je regarde aussi CLA TV et j'ai vu qu'il y avait une rubrique intitulée « La voix du peuple ». Et c'est pourquoi je voudrais vous parler, en raison de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, le monde entier parle du risque de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je suppose que vous vous intéressez à ce qui se passe réellement en Ukraine et que vous vous demandez si ce que les médias diffusent est vrai. Je suis la voix du peuple et je voudrais vous dire comment nous, le peuple ukrainien, nous voyons cette situation. D'après ce que les médias diffusent, l'Ukraine est très activement réarmée par l'OTAN et les États-Unis. Les informations font état de nouvelles livraisons d'armes qui arrivent presque quotidiennement par voie aérienne. Mais notre peuple ne veut pas la guerre, car de manière générale, les gens ici ont de tout autres soucis et ne voient aucune raison de prendre les armes contre un pays voisin. Les Ukrainiens ne paniquent pas. L'économie, les entreprises, enfin ce qu'il en reste, ne veulent pas cet alarmisme. L'économie se montre bonne amie avec tout le monde. Les entreprises ne sont pas encore remises des restrictions imposées par le Covid-19 et saisissent toutes les occasions de coopérer sur le marché. Comme des bombes, cette guerre de l'information déchire toute la scène de l'information avec l'agitation guerrière et les bruits de bottes. Et il est vraiment difficile, même pour les personnes qui regardent la télévision, de ne pas paniquer. Même le président de l'Ukraine, le ministre de la Défense et le président du Conseil national de sécurité et de défense s'accordent à dire que les médias occidentaux ont proféré des menaces exagérées. Le président Zelensky a dû prouver au président américain Joe Biden que la menace dont parlent les Occidentaux n'existe pas. Zelensky a appelé à ne pas attiser la panique, car cela serait mauvais pour l'économie ukrainienne. Cela n'indique-t-il pas que ce sont les politiciens occidentaux qui cherchent à attiser le conflit et non les dirigeants de l'Ukraine ou de la Russie, et encore moins la population? Ce sont ceux qui attisent le conflit, les instigateurs de tous ces affrontements, qui cherchent à se battre, et non le peuple, qui devrait, en fin de compte, régler le conflit attisé par l'étranger. Or, et là je parle en images, les Ukrainiens ont déjà été vaccinés plus d'une fois contre les virus de l'information, de sorte qu'ils sont presque immunisés contre ce qui se passe autour d'eux. Mais il est évident que ce qui se passe actuellement est une tentative de répandre la panique via les médias et les dirigeants étrangers. Qui en profite au final? Il est certain que le peuple ukrainien n'est pas le bénéficiaire du jeu qui se joue. Il est évident que la guerre qui est déclenchée existe dans la tête des politiciens et des médias, mais pas ou peu dans celle des gens ordinaires. En tant que peuple, nous n'avons pas la guerre en tête ni dans le cœur, et nous n'en voyons surtout pas la raison. Les Ukrainiens veulent la paix. C'est pourquoi ne nous incitez plus, ne nous armez plus et ne réalisez pas vos intentions géopolitiques avec nous. Nous avons bien remarqué que des lois sont adoptées qui pourraient éventuellement envoyer toute la population en guerre contre nos voisins. Nous en sommes déjà arrivés au point où nos femmes ont également été déclarées aptes au service militaire dans la plupart des professions. J'ai 7 fils. Les plus jeunes, des jumeaux, n'ont que quelques mois. Et notre fils aîné a été enregistré il y a quelques jours au bureau de conscription comme il se doit. Je ne suis donc pas du tout indifférent à ce qui va arriver à mes fils. Seront-ils utilisés dans un conflit créé artificiellement? Nous en avons assez de l'instabilité et de l'incitation d'être exploités et trompés. Cela ne stabilise pas notre situation, au contraire. Nous souffrons physiquement, économiquement et socialement depuis des années. Nous, le peuple, nous voulons sortir de ce jeu et ne pas participer à une guerre dirigée par des étrangers.
J'ai l'impression que la plupart des Ukrainiens ont compris la tromperie à laquelle nous sommes soumis depuis des années. Les instigateurs extérieurs doivent être paralysés et la paix régnera. Nous ne laisserons pas ce bellicisme et cette division s'installer dans nos têtes et dans nos cœurs. Et nous souhaitons que nos politiciens fassent de même, qu'ils ne se laissent pas provoquer et qu'ils soient courageux. Je nous souhaite à tous la paix. Je m'appelle Andrei et je suis d'Ukraine. С вами был Андрей из Украины. Et c'est sur cette dernière note que se termine ma petite revue du mois de février, en espérant du moins qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à vous tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et sachez mes chers internautes que je vous aime toujours autant parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ciao! Railway station dream, and I want you to be my queen. Every time that I was here, I thought that you were somewhere near, but now I know that it's not right. So pack the things and leave behind the mess you did last summer night. Let's go to a place where